Une chose, moi, qui me frustrait vraiment dans le salariat, c'est le fait que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que le matin, que j'avais envie de me lever ou pas, je devais me lever pour aller travailler. Je devais rendre des comptes. J'étais pas libre, en fait, de faire mes propres choix. Et donc, honnêtement, ne serait-ce que pour la liberté de choix, je me suis dit, être entrepreneur, c'est me permettre de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie et avec qui j'ai envie, tu vois. Et ça me permet de reprendre mon propre libre arbitre et de mener la vie que j'ai envie. Bienvenue dans nos Level le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche et que tout se passe pour vous ainsi que vos business, vos familles et tout le tralala autour. Aujourd'hui, nous allons accueillir Ouraï Ndiaye. Ndiaye, c'est bien ça, Ouraï Ndiaye, parce que c'est une entrepreneure de qualité, parce qu'elle est dans la vente, parce qu'elle a eu un parcours hyper inspirant. L'idée aujourd'hui, comme vous le savez, avec l'ensemble des podcasts que nous tournons, est de pouvoir faire un retour sur l'expérience d'Ouraï, sur tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a fait que Ouraï devienne l'Ouraï d'aujourd'hui? Concrètement, le but vraiment, c'est de disséquer l'histoire d'Ouraï et qu'elle puisse nous partager un maximum de valeur ajoutée. Et comme vous le savez, je suis très de nature impolie. Donc, je ne vais pas la présenter, je vais juste la laisser prendre la parole. Excellent, bah écoute, merci déjà c'est cool pour l'invitation sur ce podcast. Je suis ravie d'être là parmi vous et de pouvoir partager mon histoire et mon expertise auprès de ton audience. Je m'appelle Ouraï Ndiaye, je suis épouse et maman de 2 enfants. J'habite dans la région parisienne et je suis accélératrice commerciale. En fait, j'ai fondé une société qui s'appelle Ourasti Consulting, dont la mission est d'accompagner les entreprises à accélérer leur croissance commerciale. Je suis également conférencière et auteure du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Ma mission passionnée, elle est vraiment de réconcilier les entrepreneurs, mais également les commerciaux, avec l'activité commerciale pour arrêter de faire de la vente un enjeu, mais faire de la vente un jeu amusant dans lequel on prend du plaisir à servir les clients et à gagner plus d'argent. Super, bah écoute, merci pour cette belle présentation. T'es dans la vente, ça se voit, tout est nickel, tout est carré. Avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, un seul mot, je dirais choix. Pourquoi? Tout à l'heure, on en parlait en off. Je disais que une chose, moi, qui me frustrait vraiment dans le salariat, c'est le fait que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que le matin, que j'avais envie de me lever ou pas, je devais me lever pour aller travailler. Je devais rendre des comptes. J'étais pas libre, en fait, de faire mes propres choix. Et donc, honnêtement, ne serait-ce que pour la liberté de choix, je me suis dit, être entrepreneur, c'est me permettre de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie et avec qui j'ai envie, tu vois. Et ça me permet de reprendre mon propre libre arbitre et de mener la vie que j'ai envie. Ok, super. Donc pour toi, l'entrepreneuriat, c'est avoir une liberté, faire un peu ce que l'on veut. C'est ça. Mhm. Tu sais, hier justement, j'accueillais une personne qui me parlait d'entrepreneuriat et qui me disait justement, en vrai, quand on est entrepreneur, on n'est pas libre. Et il m'expliquait ça justement par le fait que on est un peu des fous, dans le sens où quand on est dans le salariat, on a quand même ce confort qui est que on commence le boulot à 9h, 9h30, on quitte à 17h, 17h30, on a le week-end, on peut aller en vacances, on peut poser des congés, toutes ces choses-là. Mais lui, il me disait que quand il a commencé justement, il avait la vision des réseaux sociaux qui lui disait, voilà, t'es entrepreneur, t'as cette grande liberté, toutes ces choses-là. Et il s'est retrouvé à faire pendant plusieurs années, des journées à 8h jusqu'à 20h, 21h, 22h. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler disons, de liberté? C'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé le mot liberté, mais le mot choix.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que de prime abord, on se dit, bon, quand on entreprend pour la liberté. D'ailleurs, dans mon TEDx, je dis que, en réalité, comme l'a dit l'entrepreneur, si tu entreprends juste pour la liberté, tu es mal barré. Par contre, au-delà de la liberté, pour moi, je pense quand même qu'on est beaucoup plus libre qu'un salarié. Mais le plus important, en fait, c'est que tu as le choix. En fait, c'est la liberté de choix. C'est-à-dire que cet entrepreneur-là, ok, qui peut-être bosse de 8h à 20h, bah, il a choisi de bosser de 8h à 20h. Parce qu'en réalité, en tant qu'entrepreneur, personne ne t'impose de travailler de 8h à 20h. Mais si toi, tu choisis de le faire, en fait, c'est ok. Et finalement, même si des entrepreneurs, effectivement, peuvent travailler beaucoup, moi, souvent, je dis, quand tu es passionné par ce que tu fais, c'est pas un travail. Tu sais, c'est Steve Jobs, je pense, qui disait que trouve un métier vraiment qui te plaît et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Tu vois? Et donc, tout ça pour dire que souvent, les entrepreneurs peuvent travailler peut-être mieux ou plus qu'un salarié, mais finalement, la passion qui les anime est beaucoup plus puissante qu'un salarié qui va juste travailler. Quand tu es passionné par ce que tu fais, le travail, ça devient de l'amusement. Je Exactement. suis complètement d'accord. Il y a de cela quelques jours, justement, on était en train de s'enjailler un peu ici. Et pendant que j'étais en train de... en fait, quand on était en train de ranger, on prenait du plaisir justement à ranger. On avait mis un peu de musique, etc. Et en même temps, en fait, je me remémorais en fait, tous les moments de difficulté. Et j'avais l'impression en dansant, en fait, j'étais en train de tout évacuer. Tu vois, Yes. c'est vraiment fou. Je sais pas si toi, ça t'arrive des fois. Clairement, moi, de toute façon, j'adore danser. Ouais. Un de mes sports préférés, c'est la danse. Je fais de la Zumba notamment. Et mis à part ça, j'adore mettre de la musique, j'adore danser toute seule ou même avec ma fille par exemple. Et pour moi, c'est important en tout cas de se défouler, de faire bouger son corps et surtout la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique, ça me met dans de bonnes dispositions, ça te met vraiment dans une good vibes, comme on dit. Et c'est excellent parce qu'on n'est pas fait dans tous les cas pour rester mobile et plus on bouge, en fait, plus on fait circuler également l'énergie. Donc c'est top, même par exemple faire des appels debout, moi, des fois c'est ce que je fais, etc. Donc clairement c'est top. S'enjailler, il faut. Parce que à quoi bon, tu vois, faire tout ça si on s'amuse pas finalement. Je suis clairement d'accord avec toi. Franchement, je partage ton point de vue. Moi, je m'enjaille et je fais beaucoup de sport. Tu fais du sport au rail? Yes, moi j'aime beaucoup la marche, je fais du yoga et comme je te disais, je fais également de la Zumba. Est-ce que ça t'aide justement de faire du sport dans ta vie au quotidien d'entrepreneur? Déjà ça m'aide effectivement à rester en forme, mais également même d'un point de vue mindset, je pense que c'est également super important de faire du sport parce qu'une fois de plus, on ne peut pas rester derrière son bureau de 8h à 20h. Il faut bien bouger. Ça permet pour moi également de réénergiser son corps, mais également ses idées, tu vois. Quand tu vas dans la forêt, par exemple, ne serait-ce que marcher, tu vois. Certaines personnes, des fois, disent, ouais, j'aime pas faire du sport, mais ne serait-ce que marcher, en fait, ça permet de t'aérer l'esprit, de te reconnecter finalement à une source de créativité. Pour moi, c'est super puissant et c'est important dans tous les cas pour pouvoir développer un business, notamment quand on est entrepreneur ou même quand on est salarié. Ouais, de faire une activité physique. En fait, l'idée, c'est de trouver toi ce qui te plaît et de le faire. Certaines personnes, effectivement, aiment courir. Mon mari, par exemple, il aime courir, faire de la natation. Voilà, moi, j'aime bien également faire du vélo, notamment en famille, etc. Mais voilà, trouver vraiment des choses qui te plaisent, une activité sportive qui te plaît et vraiment t'y atteler parce qu'on ne peut pas ne pas faire de sport, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et physiquement et mentalement, je pense que ça a un impact. Les personnes qui en font et les personnes qui n'en font pas. Ça a un réel impact et je te rejoins complètement dessus. Euh, pour ma propre histoire, 3 fois de sport par semaine. Euh, je ne pousse pas tout ça, mais courir, franchement, je trouve que c'est hyper important. D'ailleurs, j'ai fait un petit live, une petite vidéo dessus sur Instagram où j'expliquais que à chaque kilomètre que je passe, en fait, je me fais une visualisation où je me dis, je me vois avancer dans mes projets, je me vois avancer dans ma vie en général. Et c'est fou, hein. Plus en fait j'avance, plus j'accélère le tapis et plus je cours encore plus. Et quand j'arrive le matin au bureau, parce que je vais au sport avant de venir, Ok. j'ai envie de manger le monde. Je suis en Mm. mode, ça va. En fait, j'ai l'impression que ma journée est déjà prête et qu'elle m'attend. Et que Mm. la grosse bagarre commence, mais je suis prêt à affronter la bagarre. La bagarre. Et ça, c'est complètement fou. Parce que avant aussi, je faisais du sport, mais plus le soir. Mhm. Euh, C'était pas la même chose. Ouais. Je sais pas si toi, si tu fais ce genre de choses, si tu fais le sport le soir, le matin, ou tes habitudes, des choses que j'appelle par exemple moi le quality time, les temps Yes. que tu t'accordes, si toi tu les as, comment est-ce que tu t'organises et surtout ces quality time hormis le sport,
hein. Comment ça t'aide? En fait, j'insiste sur ça parce que justement, nous, on a un public qui est très early entrepreneur, des personnes qui se cherchent et qui parfois, justement, rencontrent des difficultés à faire leur premier chiffre d'affaires. Donc, on parlait un peu vente tout à l'heure. Yes. Faire leur premier chiffre d'affaires, à s'en sortir, à s'organiser, toutes ces choses-là. J'aimerais savoir, toi tu es sur le circuit depuis un moment, maintenant, comment est-ce que tu fais maintenant pour t'organiser sur tout ça? Et à savoir que tu es maman aussi. Oh my God! Dis-nous tout. Yes. Je pense que déjà, à partir du moment où tu te réveilles le matin, la manière dont tu démarres ta journée, clairement, va donner le ton de toute la suite. Tu vois, tu peux pas te lever tout de suite et foncer tête baissée comme un pilote automatique vers les tâches quotidiennes. Moi, déjà, je prends un moment vraiment, si je peux dire ça, de méditation et de gratitude parce que chaque matin que je me lève, j'aurais pu ne pas être là. Donc, ne serait-ce que de conscientiser le fait que waouh, je suis en vie, j'ai une nouvelle chance de pouvoir expérimenter une nouvelle journée dans mon aventure là, nommée la vie, c'est super. Donc, rien que de, tu vois, je me lève vraiment le matin avec cette joie, cet enthousiasme à l'idée de vivre une nouvelle journée. Et après, bien évidemment, je prends également un temps, soit pour voilà, faire peut-être une petite séance de yoga avant, avant que les enfants se lèvent le matin. Des fois, ils sont un peu levés avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand je fais des exercices, etc., en fait, ma fille, elle a 6 ans, donc elle essaie de faire un peu comme moi. Et même mon fils, maintenant, il a 2 ans, mais des fois aussi, il essaye de faire des trucs et tout, c'est trop marrant. Et voilà, et après, j'avance sur les tâches, effectivement, quotidiennes, notamment préparer les enfants avant la partie, notamment école, crèche, etc. Enfin, pas crèche, mais assistante maternelle pour mon fils. Et après, je prends le temps vraiment de faire, en fait, ma to-do list, mais si je peux dire, ma liste des priorités pour la journée. Donc, un mot-clé pour moi, souvent parce que les gens me demandent comment tu fais pour t'organiser, c'est vraiment l'agenda. Donc, généralement, il y a les rendez-vous les plus importants qui sont déjà planifiés. Et on a tout le temps des priorités qu'on doit faire au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, quelles sont les 3 choses vraiment sur lesquelles c'est prioritaire d'avancer, tu vois. Et donc, comme ça me permet de pouvoir également les planifier sur les créneaux restants afin d'être efficace et productif. Après, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, j'ai des journées bien chargées. Et en plus, je ne fais pas que de l'entrepreneuriat dans le sens où, comme je disais, je suis également conférencière, donc je dois préparer également des événements souvent. J'ai également un podcast, Le Jeu de la Vente, dans lequel également je reçois une fois sur deux des invités qui partagent également leur parcours et leur vision de la vente. Et une fois sur deux, je partage du contenu par rapport à ça. Donc voilà, j'essaye de m'organiser, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon agenda également, ce qui est intéressant, c'est que même les parties liées à la vie de famille sont planifiées. Par exemple, le mercredi, mon agenda est fermé, c'est la journée pour les enfants. Le samedi et le dimanche, c'est pareil, mis à part le samedi où c'est flexible si j'ai des événements. Par exemple, aujourd'hui, je fais un podcast avec toi. Le samedi prochain, je sais que je suis invitée également pour intervenir dans un brunch, etc. Mais dimanche, généralement, c'est également que famille. Et après, le soir, à partir de 17h, pareil, c'est la famille. Donc après, avec on va dire, tu vois, le reste, je m'organise pour mes activités, pour avancer de manière efficace, pour accompagner mes clients, etc. Donc, voilà, dans les grandes lignes, si je peux rebondir C'est sur ta incroyable. question. Franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas si on aura le temps dans ce podcast, mais il faudra peut-être qu'on en fasse un autre où on parlera de maman et entrepreneur. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, tu as 2 vies. Enfin, tu as une vie, dans cette vie, tu en as 2 concrètement, maman et entrepreneur. Et moi, je respecte beaucoup les femmes justement par rapport à ça, dans le sens où en fait, vous organisez le foyer en général, concrètement, euh, sans être misogyne, etc. Il faut le dire, on est moins bons organisateurs, nous hommes, que les femmes. Et c'est la vérité, c'est comme ça. Euh, Comment tu fais au quotidien pour ça, justement? Gérer une entreprise quand même avec tous les accompagnements que tu fais, euh, et en même temps gérer une famille, gérer des enfants. Parce que nous, hommes, en général, encore je parle dans une généralité, et on se lève, on boit un thé, on s'occupe de 2, 3 petites choses, après voilà, quoi, on fly, comme on dirait. Mais vous, comme tu l'as dit, tu es dans cette partie où tu t'occupes des enfants, tu es dans cette partie où tu dois t'occuper des clients aussi qui sont un peu parfois chiants ou pas. Après, tu t'occupes également de la maison. Après, enfin, tu as plein d'organisations. Comment tu fais? Et surtout pas comment tu fais, comment font les femmes entrepreneurs? Hmm.
Bah, je pense que ouais, un des mots-clés, c'est vraiment l'organisation, hein. Et quand je parle d'organisation, pour moi, il y a vraiment 3 mots qui entrent en considération. Donc, il y a le mot déjà anticipation. Il faut essayer d'anticiper au maximum pour justement pas laisser place finalement à l'improvisation. Ensuite, je dirais, je fais des rimes en ion, tout va bien. Donc anticipation, je dirais également préparation. Tu sais, pour moi, la préparation, c'est comme dans la vente, c'est comme pour le succès. La réussite, de manière générale, c'est 80% de préparation et 20% ensuite d'exécution, de stratégie, etc. Donc il faut préparer les choses à l'avance et ensuite de la planification. Pour moi, en fait, tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc en fait, je planifie, par exemple, les vacances, c'est déjà planifié dans l'agenda. Je planifie, comme je disais, les activités. En fait, même les activités personnelles, ils sont également planifiées. Parce que sinon, une fois de plus, si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Donc, c'est comme si on se dit, écoute, quand est-ce qu'on fait ce podcast? Un jour, on le fera. Mais en fait, un jour n'arrivera jamais. Tant qu'on ne s'est pas dit, aujourd'hui, samedi, on a fixé 11 heures, on est là et on fait le podcast, on n'aurait pas fait. Donc, dans ma vie, en tout cas, de manière générale, sur le plan également personnel et professionnel, j'organise tout. Et après, ça part de la volonté. Je pense que nous, les femmes, naturellement, on est déjà prédisposées à gérer plusieurs choses en même temps. Tu vois. Souvent, je dis une chose, les hommes, il faut leur demander un truc à la fois, pas plus, parce que sinon, ils sont perdus. Mais nous, honnêtement, on a cette capacité naturelle, tu vois. Je pense que c'est peut-être l'âme maternelle de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. Donc moi, je sais que voilà, je suis très efficace en tout cas dans l'organisation, dans le fait de jongler, hein, et j'arrive à m'organiser en tout cas pour que tout soit nickel. Et c'est intéressant parce que même, tu vois, on va dire dans mon habitat, moi j'aime bien quand les choses sont bien rangées, etc. Quand t'as les enfants, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les jouets, etc. Mais malgré ça, j'essaye quand même de leur enseigner le fait que, ok, il y a pas de souci, tu peux jouer, mais à la fin, il faut ranger, tu vois. Et des fois, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, ils disent, mais je comprends pas comment, en tant que femme, entrepreneur et tout, t'arrives à avoir une maison aussi bien rangée, nickel et tout, genre chaque chose à sa place, ça dépasse pas. Après, je pense que c'est également un tempérament, tu vois. Mais quand tu as la volonté de faire, finalement, tu trouves les solutions, n'est-ce pas? Donc, comme on dit, là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. J'ai gardé ça en tête parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Parle-moi de ton parcours un peu. Quand je parle de parcours, c'est qu'on est sur une chaîne, on aime bien les potins, tout ce qui est croustillant. Et on adore les débuts des entrepreneurs. Et là, j'aimerais que tu me parles un peu comment ça s'est passé concrètement. Est-ce que tu t'es levé du jour au lendemain et tu t'es dit, ça y est, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Ou bien, comme tu l'as si bien dit, il y a eu une préparation avant. Et après, comment ça s'est passé? Ok, concrètement. Moi, honnêtement, j'ai toujours su que plus tard, j'allais être entrepreneur. Ça, honnêtement, c'est le cas parce que quand j'étais plus jeune, en fait, je me disais, plus tard, je serai une businesswoman. En fait, j'ai toujours aimé, tu vois, voilà, le style des businesswomen. Je me dis, c'est trop stylé de gérer les affaires, etc., des contrats, je voyais leurs petites mallettes, elles étaient bien habillées d'ailleurs, tout ça. Et je me disais, plus tard, moi, je veux également faire du business. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de mes études, notamment après le bac, j'ai décidé du coup de prendre une voie en commerce international. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mon premier stage à l'étranger, quand j'avais 18 ans, je suis partie à Montréal. Et j'ai été là-bas pendant 4 mois à peu près. Et je faisais un stage dans la parfumerie, mais j'étais au service relations clients, marketing, etc. Et je reçois un jour l'appel de ma meilleure amie qui me dit, écoute Oureille, il faut que tu ailles du coup à un événement qui est à Ottawa, sachant que moi j'étais à Montréal, parce que ça va juste transformer notre vie. Je me dis, ok, d'accord. Du coup, j'avais mon cousin qui était à Montréal, qui m'accompagne à Ottawa. Et là, en fait, j'assiste à un premier séminaire de développement personnel, de croissance personnelle. Et je vois monter sur scène, en fait, des coachs, des mentors, des entrepreneurs. Ils étaient tellement inspirants, ils étaient tellement enthousiastes, ils étaient tellement heureux, en fait. Et ils partageaient des messages que j'avais jamais entendus. Et je me suis dit, waouh, je sais pas ce que font ces personnes-là, mais plus tard, je vais être comme l'une d'entre elles. Tu vois? Et de là, je me suis dit, en fait, un jour, moi aussi, je ferai des conférences, moi aussi, j'inspirerai les gens, moi aussi, je boosterai les gens, etc. Donc de là, déjà, la graine était semée. Après, ils ont dit une phrase qui m'a marquée. Ils ont dit, leaders are readers. Donc, les leaders, ce sont des lecteurs. Moi, de base, j'aime pas lire. Honnêtement, je pense que ça m'a traumatisé le collège avec les vieux livres qu'on nous faisait lire. Donc, clairement, j'étais anti-livre. Et là, ils nous disent, OK, vous devez lire des livres qui vont vraiment travailler votre mindset, vous permettre de penser beaucoup plus grand, etc.
Et donc, j'ai un lot de 3 livres qu'on me suggère. Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et Le secret de Rhonda Byrne qui parle de la loi d'attraction. J'ai lu les 3. Excellent. Et là, je lis le truc, mais je me dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, on est dans un monde de dingue. Et en réalité, il n'y a aucune limite à ce que l'on peut accomplir. Et honnêtement, de là, ma vision du monde change complètement. Et après, quand je reviens sur Paris, je fais également un autre stage que je trouve un stage de commercial B2B. Et là, mon aventure dans la vente, en fait, commence. De prime abord, je ne suis pas du tout formée. Je suis en stage, donc je suis là pour apprendre. Et mon manager, à l'époque, il me donne un gros classeur avec plein de noms d'entreprises, etc. Il me dit, tu vas appeler, tu vas faire de la prospection. Je dis, prospection? Ok, c'est quoi? Concrètement, il faut appeler les gens et il faut prendre des rendez-vous. Je dis, ok, bon, je me lance dans le tas. Bien sûr, au départ, j'ai bégayé, j'avais des sueurs froides, ma voix tremblait, j'avais envie de raccrocher en fait, parce que je ne savais pas quoi dire quand ils me posaient des questions. Je pense que j'ai même dû raccrocher quand je n'avais pas les réponses. Mais au fur et à mesure, en fait, voilà, je passe à l'action, je me dis, bon, on verra bien. Ouais. Et à un moment donné, j'arrive à décrocher mon premier rendez-vous. Donc je vais voir mon manager, je lui dis, écoute, j'ai décroché mon premier rendez-vous. Il me dit, écoute, c'est super, tu vas le faire. Comment ça, je vais le faire? Et en fait, concrètement, déjà, qu'est-ce qu'on vend, tu vois? On vendait des solutions de télécommunication. Il me dit, voici nos offres, voici nos plaquettes, tu vas au rendez-vous et tu lui vends. Je me dis, ok, donc rendez-vous en présentiel avec une entreprise. J'ai 18 ans, je ne suis pas formée. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. J'avais lu le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on disait? Le plus important dans la vie, c'est de s'intéresser aux autres. Donc, qu'est-ce que je fais lors de ce rendez-vous? Je m'intéresse tout simplement au chef d'entreprise qui m'accueillait. Je posais des questions pour en savoir plus par rapport à comment se structurait son entreprise, des problèmes qu'il avait, etc. Et à la fin, je me dis, ok, en effet, de ce que j'ai compris en tout cas de notre solution, ça pourrait l'aider. Donc du coup, je présente la solution en lien avec ce que j'avais entendu parce que je m'étais intéressée à lui. Et à la fin du rendez-vous, il me dit, ok, let's go, j'achète. Je me dis, ok. Donc déjà, première vente comme ça, or que je ne suis pas du tout préparée, je ne suis pas du tout formée. Je repars voir du coup mon manager, je lui dis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu. Il me dit, c'est super, bravo. De base, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Il me dit, tu vas avoir une commission. Et donc, il me propose de l'argent. Je me dis, mais waouh, en fait, c'est trop stylé. Quand tu sais vendre, finalement, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et de là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser justement à ce sujet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dis, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le domaine du développement commercial. Donc déjà, tout a commencé comme ça, tu vois. Déjà, Canada, livre de développement personnel, ensuite stage en vente. Et après, je me suis dit, écoute, je vais quand même faire une école de commerce parce que mes parents, en tant qu'aîné d'une famille de 8 enfants, mon père, il m'a toujours dit, écoute, Oureille, minimum, il faut que tu aies un bac +5. Donc déjà, j'avais cette pression-là. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais jouer le jeu. Après, c'est vrai qu'une fois que j'ai saisi pourquoi j'avais envie de faire les études, c'est devenu simple pour moi. Honnêtement, je prenais du plaisir à aller à l'école, à me former, à apprendre, etc. D'ailleurs, j'étais majeure de promo, donc c'était pas contraignant. Donc je suis diplômée d'un Master 2, manager du développement commercial à l'international. À la suite de mes études, première opportunité, on va dire, enfin j'ai 2 opportunités. Rejoindre une société du CAC 40 dans le département communication ou rejoindre une start-up internationale sur un poste de business developer. Qu'est-ce que je choisis? La start-up. Toutes mes amies me disent, je ne vais pas citer le nom, mais t'es folle, honnêtement, ce serait le rêve de tout le monde d'avoir un poste dans cette grosse boîte du CAC 40, etc. Mais moi, je choisis la voie du BizDev. Pourquoi? Parce que je me dis, les opportunités financières vont être beaucoup plus intéressantes que juste de faire du marketing et de la com, entre guillemets. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je savais en réalité que ça allait me préparer pour moi-même ensuite lancer mon entreprise. Parce que je savais depuis le départ que la finalité pour moi, c'était pas de rester salarié, tu vois. Donc finalement, j'ai eu 6 ans en tant que salarié dans différents postes de business development. J'ai évolué au fur et à mesure. Le dernier poste en question, j'étais head of sales, donc j'avais une équipe commerciale que je gérais, etc. Et par rapport à l'année du Covid, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette année-là que j'ai décidé de me lancer. Mais c'était juste avant le Covid. 3 jours avant qu'on nous annonce le confinement, j'ai organisé ma première conférence qui s'appelait « Et si la vente était en jeu ?» Et donc, je fais cette conférence-là pour lancer justement mon activité. Mais avant ça, j'avais déjà commencé à avoir un premier client qui m'avait fait confiance. C'était une agence immobilière qui voulait que je forme en fait ses équipes commerciales pour qu'ils puissent trouver plus de biens immobiliers et plus d'acheteurs.
Donc je me dis, bon, bah, c'est super. En plus, c'était un contrat direct à 5 chiffres, etc. Je me dis, bon, bah, je vais lancer ça pour accompagner plus de monde. Donc j'ai organisé ma conférence. Et 3 jours plus tard, confinement. Mais c'est pas grave, dans le sens où finalement, ça m'a donné l'opportunité de m'intéresser au digital. De base, en fait, moi, j'utilisais notamment LinkedIn pour le côté professionnel en tant que bizdev. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il y a quelque chose à faire sur justement la partie entrepreneurship aussi. Et donc, j'ai commencé à faire des lives, notamment sur Instagram, sur Facebook. J'ai commencé à faire de la du marketing de contenu par rapport à mon expertise. Et je voyais que ça prenait. En fait, les gens étaient chez eux, donc n'avaient rien à faire. Et donc, je partageais des contenus qui, pour moi, étaient juste la base des principes pour notamment la vente. Et je me rendais compte que les gens ne savaient pas. Et je me dis, waouh, en fait, les gens, bah, ils n'ont pas forcément eu effectivement le parcours commercial que j'ai. Ce qui me semble, moi, être une évidence, en réalité, les gens, ils découvrent ça et ils sont en mode, waouh, mais en fait, j'ai rien compris, en fait, finalement, à tout ce qui est processus de vente, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai lancé mon activité au fur et à mesure et ce qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Super, vraiment super intéressant. Et surtout, en fait, il y a une logique quand même. Ça se voit que tu es très carré. Il y a une logique qui est que très petite, tu as envie de devenir ça. Tu t'intéresses. Et la loi de l'attraction, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, te ramène à Ottawa dans cette session de formation, hein, de conférence, qui fait que tu as encore plus envie. Et après, tu te lances. Enfin, c'est génial. Yes. Vraiment, c'est génial. J'ai rien à dire. Moi, j'ai un parcours un peu plus chaotique. Mais c'est pas moi le sujet aujourd'hui. C'est toi, Ouraï. Tu t'es lancé, c'est génial. Euh, J'aimerais que tu me racontes un peu des potins. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des galères? Parce que là, tu nous as parlé de l'aspect voilà, linéaire. Mais c'est sûr que, comme tu le sais, hein, l'entrepreneuriat, au jour le jour, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions. Vraiment des galères sur des galères. Et ces galères-là, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'ai envie que tu me partages là, s'il te plaît, ce serait plus... quelles sont les petites galères qui te sont arrivées au début et surtout comment est-ce que tu as fait pour rebondir sur tes pattes et puis arriver là où tu es là tout de suite. Alors, je vais parler d'une anecdote justement par rapport à mon premier client. Je te disais que j'avais réussi rapidement en fait, à trouver un premier client sur un montant à 5 chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est que après, il y a eu du coup le Covid, le fameux Covid. Donc ça a un peu bousculé le monde, la manière de faire de beaucoup de gens, etc. Et donc ce client-là, de base, on était parti sur un engagement annuel, n'est-ce pas? Et finalement, allez, je dirais 6 mois après, on était genre 3 mois après le Covid, ce client-là décide en fait d'annuler le contrat, donc de ne pas aller jusqu'au bout, tu vois, sachant qu'il payait en fait mensuellement. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que moi, une chose que j'ai compris finalement, les gens en fait n'achètent pas ce dont ils ont besoin, ils achètent ce qu'ils veulent. En fait, ce client-là, je lui ai vendu ce dont moi je pensais qu'il avait besoin, mais pas ce qu'il voulait. Je t'explique. Dès le départ, ce client-là, il voulait que je forme ses équipes sur la partie stratégie commerciale. Pour lui, ce client-là, ce qui faisait que ses commerciaux n'arrivaient pas à vendre, c'était les stratégies et les techniques qu'ils n'avaient pas. Or que moi, ce que j'avais analysé, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une question de technique et de stratégie. Parce que souvent, je dis une chose, les meilleures stratégies du monde ne t'apporteront aucun résultat si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec. Donc je lui ai dit, écoute, avant qu'on se focalise sur les stratégies pures et dures, il y a tout un travail en fait de mindset à faire. Sauf que le chef d'entreprise, du coup, lui, il était pressé d'aller sur la stratégie. Et en gros, le côté mindset, c'était un peu du fluff, tu vois. Et donc finalement, je lui ai quand même fait comprendre que même si même si on rentre en profondeur dans la technique, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher s'ils n'ont pas justement l'état d'esprit. Honnêtement, les gens partaient de loin, ils avaient des peurs, ils n'avaient pas confiance en eux, ils ne se valorisaient pas, ils avaient un problème avec leur image. En fait, il y avait plein de choses en fait, à régler avant vraiment de s'attaquer sur la partie pure et dure commerciale. Mais donc, du coup, j'ai pas forcément écouté le client. J'ai écouté moi ce qui me semblait cohérent parce que du coup, j'ai de l'expérience. Et finalement, le client, avec le Covid, il a décidé de se rétracter. On va dire, excuse publique, problème de trésorerie. C'est vrai que dans le milieu immobilier également, tu sais, au moment où tu signes, c'est pas forcément le même moment où tu encaisses l'argent parce qu'on est vraiment sur des cycles très longs. Tu vois, quand tu fais une vente, tu prends un pourcentage, mais avant ça, y a le notaire, il y a plein de paperasse, etc. Donc, il m'a dit, problème de trésorerie. Mais en fait, la brutale réalité, c'est que moi, en fait, je lui avais vendu ce dont je pensais qu'il avait besoin, mais pas ce qu'il voulait réellement. Et c'est là où j'ai appris, en fait, ma première erreur, c'est ne vends pas aux gens ce dont tu penses qu'ils ont besoin,
vends-leur en fait ce qu'ils veulent, tu vois, ce qu'ils désirent. Et je dis souvent une chose, c'est que c'est intéressant également à comprendre même dans la vie de tous les jours. Quand tu fais tes courses au supermarché, est-ce que tu mets vraiment dans ton caddie ce dont tu as besoin? Tu sais, on a tous besoin de nous nourrir. On pourrait se contenter de prendre des aliments sains, c'est-à-dire des fruits, des légumes, etc. Mais les gens, ils vont mettre, par exemple, du chocolat. Ils vont mettre des gâteaux bourrés de sucre, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non. Mais est-ce qu'on le désire? Oui. Donc, on achète ce qu'on veut, tu vois. On peut prendre ça honnêtement à tous les niveaux de notre vie. Donc, finalement, j'ai compris ça. C'est la première leçon. Et je me suis dit, OK, bah, je ne vais pas réitérer l'erreur. Mais sur le coup, du coup, bah, j'ai perdu un client parce que je suis restée entêtée sur le processus que moi, j'avais voulu mettre en place et j'ai pas écouté finalement, tu vois, lui, ce qu'il voulait vraiment. Et je me suis rendu compte que si je voulais vraiment développer mon entreprise et croître, il fallait vraiment que je sois à 200% au service de mon client. Et en gros, il faut que je lui donne ce qu'il veut lui. Même si ce qu'il veut, des fois, c'est pas le mieux. Mais c'est lui le client, donc je dois me plier entre guillemets à ses exigences. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. Ce que tu dis, c'est super intéressant et super important, surtout parce qu'on l'a vécu aussi et de nature très têtue, ma personne. Et avec l'expérience qu'on a vécue aussi avec les entrepreneurs que nous accompagnons, très souvent, en fait, le client a l'impression qu'il veut quelque chose. En fait, il voit sa destination. Nous voyons sa destination. Nous savons comment faire pour qu'il arrive à atteindre sa destination. Lui-même ne voit pas ça et on lui explique le plan. Il n'est potentiellement pas d'accord parce qu'il voit le bout du tunnel avant tout le process. Et c'est très souvent irritant et je dirais pas énervant, mais plus irritant. Oui, c'est très souvent irritant parce que, nous, par exemple, ça nous est arrivé vraiment avec un client et c'est vraiment un cas. Euh, on a décidé de mettre en place notre propre stratégie. Voilà, on s'est mis d'accord, etc. J'avoue que j'ai insisté pour le faire. Euh, Ça a marché, c'est-à-dire sur plusieurs mois, les résultats commençaient à venir, etc. Et au final, pour le client n'était pas très content. Pourquoi? Parce que lui, en fait, c'est pas ce qu'il voulait, c'était autre chose. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment, qu'il y avait un miss par rapport à l'ambition que nous mettions dans le client avec les targets que nous visions pour lui et lui-même ce qu'il voulait. En fait, il ne voulait pas de chiffre d'affaires réellement, il voulait un projet autour. Et après, on s'est assis, en fait, on a pas mal échangé et on a décidé par la suite, parce qu'il nous a fait un retour. Je pense que le client se reconnaîtra parce qu'on bosse toujours ensemble. On s'est assis, on a réfléchi par rapport à ce qu'il voulait réellement, vraiment ce qu'il voulait réellement. Bon, moi ça m'a j'ai boudé un peu, mais bon, après je me suis dit, voilà, c'est lui, le client, c'est lui qui paye, c'est lui qui veut ce qu'il veut. Donc concrètement, après on s'est mis à mettre en place une stratégie qui va dans le sens de ce qu'il voulait. Et tu vas rigoler ou pas, mais en fait ça a tout chamboulé. Mais les résultats n'étaient plus là. On est Tu d'accord. vois. Ouais. Donc c'était complètement frustrant parce que on l'a appelé, on a fait une autre réunion où on lui a dit que voilà, il n'y a plus de résultats en fait parce que ce qu'on t'a présenté, les résultats sont là, les taux d'appel sont là, le taux de clientèle sont là, taux de clics sur le site, toutes ces choses sont là. Mais de l'autre côté, ce que tu voulais, on l'a appliqué également, mais c'est down quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et au final, ah oui, non, mais vous avez raison, du coup, on va repartir comme ça. Et c'était un peu n'importe quoi. Mais je me permets de dire ça parce que voilà, on est assez proches. C'était un peu n'importe quoi. Mais au final, on n'a pas réussi je ne sais pas comment, si toi tu as une solution pour ça, mais on n'a pas réussi à transmettre aux clients peut-être notre énergie et peut-être la vision également où on voulait l'amener. Mais de l'autre côté, en fait, je pense qu'on a fait un petit peu plus à notre tête. Mais de l'autre côté, on savait que c'était ça qui était bon pour lui. Comme les enfants un peu qui ne veulent pas prendre des médicaments parfois parce qu'ils pensent que c'est pas bon pour eux ou voilà, ils n'aiment pas.
mais il faut prendre ce médicament. C'est ça. Tu vois, je ne sais pas si ça t'est, enfin, au-delà de ce client-là, si tu as la même vision que moi par rapport à ça, et toi, tu aurais agi comment? En fait, je pense que ça dépend vraiment du type de client. Tu vois, moi, j'ai des clients, par exemple, des fois, ils veulent quelque chose, mais je leur fais comprendre qu'honnêtement, en faisant, comme tu as dit, ce qui leur semble être correct, c'est pas forcément la meilleure option. Et souvent, je dis une chose, en fait, c'est que si ce que tu penses, entre guillemets, ça fonctionnait, tu aurais déjà les résultats que tu veux. Donc, si tu te fais accompagner également, il faut être ouvert, en fait, à être coachable et à être enseignable. Donc, à partir de là, en fait, j'ai commencé à prêter plus attention au type de client également que je voulais servir, parce que dès le départ, en fait, je savais que c'était une personne qui était très exigeante, notamment cette cliente-là, et également qui a envie en fait de contrôler. Donc finalement, tu vois, dès le départ, en fait, tu sais également d'un point de vue mindset, d'un point de vue fit, d'un point de vue personnalité, est-ce que la personne vraiment, elle est ouverte aux stratégies que tu vas lui proposer, aux préconisations que tu vas lui proposer, aux suggestions, ou si dès le départ, en fait, elle a déjà une idée qui est en tête et en fait, elle veut que tu l'exécutes. Donc après, moi, je me suis dit, moi, je suis pas là forcément pour exécuter, donc peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas le meilleur fit pour ce client-là. Mais j'ai d'autres clients qui sont beaucoup plus réceptifs et qui me laissent carte blanche. Et quand ils font ça, bien évidemment, ça fonctionne. Donc après, ça m'a appris également à être plus pointilleuse dans le choix des clients que j'avais envie moi-même d'accompagner. Super, ça ramène directement à ma prochaine question. Tu as déjà refusé des clients? Exactement. Moi, souvent, en fait, je dis en appel, notamment téléphonique, qu'aujourd'hui, je suis libre en fait de choisir les gens et je suis libre également si je sens que je suis pas la meilleure option pour ces clients-là, bah, de leur dire. Et j'ai été amenée à dire à des clients, écoute, par rapport à ce que tu fais, c'est super. Dans les faits, je pourrais t'accompagner, mais je pense pas que je sois la meilleure personne pour te garantir bah, le meilleur résultat que tu voudrais, tu vois. Et donc c'est la raison pour laquelle je te propose plutôt d'aller, des fois même, je recommande des personnes contacter un tel ou un tel pour te faire accompagner par rapport à spécifiquement en tout cas ton projet. En fait, je prends des projets aujourd'hui vraiment où je suis certaine que je peux aider les gens. Sinon, mon temps il est précieux, tu vois. Je peux pas accompagner tout le monde, donc il faut bien faire des choix. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, surtout le temps est précieux. Yes. Est-ce qu'on peut dégraisser sur ça aussi? Parce que cet aspect organisation que nous avons entamé au début, tout à l'heure, je trouve qu'elle est hyper importante. Souvent, on accompagne des entreprises, enfin des entrepreneurs là plutôt, qui ont du mal par rapport à l'organisation et l'optimisation de l'organisation. Une journée, 24 heures, bon, toutes les choses là, tu dors 8 heures, bah, il te reste très peu de temps, tu fais tes autres choses. Du coup, tu as besoin d'être productif et d'être super, même pas efficace, mais efficiente. Moi, j'aimerais savoir si toi, tu as des tips, surtout sur ta manière d'être efficace. Non, je vais reposer la question autrement. Qu'est-ce qui a changé entre au début, quand tu t'es lancé en entrepreneuriat, et maintenant, euh, par rapport à ton efficacité dans ta prospection, dans le fait d'aller chercher de nouveaux clients, dans ton organisation professionnelle, comment est-ce que tu as shifté? Hmm. Bah, je pense qu'une chose vraiment qui a changé, déjà, c'est que j'ai appris à déléguer et à pas vouloir être au four et au moulin en même temps et à accepter tout simplement qu'il y a d'autres personnes finalement qui peuvent avoir une expertise et m'aider finalement à moi me concentrer sur la mienne, tu vois. Plutôt que de vouloir être excellent partout, ce qui est quand même impossible. C'est un peu comme à l'école où on te demande d'être bon partout au lieu d'être excellent dans une chose bien spécifique. Et finalement, le fait d'apprendre à déléguer bah, m'a permis de pouvoir, moi, me concentrer sur plus de tâches, on va dire, prioritaires ou efficaces par rapport à mon business et de déléguer du coup le reste. Et ensuite, bah, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est une question bah, d'organisation. L'organisation, à un moment donné, c'est se poser, regarder sa semaine et dire en fait comment je peux faire en sorte que mon temps soit bien structuré, bien agencé en fonction de mes priorités, tu vois. Si faire du sport c'est une priorité, bah, tu vas le planifier. Si ça ne l'est pas, tu vas pas le planifier, tu vas te dire ah à la fin de la semaine, j'ai pas pu faire de sport mais c'était pas planifié, tu vois. Écoute, je suis complètement d'accord. Comment tu as fait pour faire tes premières acquisitions clients? Parce que c'est vrai que généralement, c'est pas aussi facile que ça. Surtout au début. Bon, je pense pour toi, c'est un peu plus simple. Donc voilà, tu kiffes la vente. Mais très souvent, les entrepreneurs rencontrent énormément, vraiment énormément de difficultés à aller chercher les premiers clients, à les convertir. Il y en a qui mettent des semaines, il y en a qui mettent des jours, top. Il y en a qui mettent des semaines, il y en a qui mettent des mois, il y en a qui mettent des années carrément. Donc toi, j'aimerais savoir si ça a été aussi dur pour toi et surtout me raconter peut-être une histoire, enfin une anecdote d'acquisition client que tu as eue. Et puis voilà, raconte-nous les potins quoi. Bah, déjà, moi, le premier client, honnêtement, c'était une recommandation. Donc, comme ça, c'est fait.
D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de loi d'attraction. I don't know, mais en tout cas, je me suis dit, je me lance. Le client est venu. Donc ça, déjà, c'est cool. En gros, voilà, j'ai parlé à une personne de ce que je faisais. Elle m'a dit, bah justement, je connais une personne qui recherche une personne comme toi pour justement son entreprise. Donc, je vous mets en relation. On nous met en relation. Par contre, la première vente, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas de... Ok, j'ai mon background en tant que sales, en tant que commercial, mais j'ai pas forcément de background business. Mais finalement, je m'appuie sur mon expérience commerciale pour pouvoir vendre cette première prestation. Parce que souvent, les gens, bah voilà, quand ils démarrent, ils se disent, mais j'ai pas de témoignage, j'ai pas d'avis client, j'ai pas finalement, tu vois, d'historique. Mais on commence tous quelque part, tu vois. Et le plus important après, à ce moment-là, c'est vraiment de faire preuve de persuasion. Donc je pense qu'effectivement, comme j'étais dans la vente, ça va. C'était pas compliqué, on va dire, d'arriver vraiment à faire comprendre à la personne que par rapport à ce que j'entends de ce dont elle a besoin, effectivement, je suis en capacité de pouvoir aider. Après, maintenant, comment j'ai fait pour trouver mes clients suivants? J'ai organisé ma première conférence, comme je te disais. Ce qui est intéressant en plus, c'est que tu vois, il y a 4 ans, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences, mais il n'y en avait pas tant que ça, tu vois. Donc forcément, déjà, ça crée quelque chose. Parce que, bah, qui est cette personne-là qui sort de nulle part, qui organise une conférence qui s'intitule « Et si la vente était un jeu ?» Parce que, en fait, dès le départ, mon positionnement, il était un peu disruptif. Parce que souvent, la vente, c'est synonyme de tout sauf de jeu. Tu vois, donc je pense qu'un truc qui m'a aidé, c'est cette spécialisation que j'ai pris, tu vois, le parti dès le départ. Parce que, comment je me suis lancée? Un de mes mentors me dit, écoute, par rapport à ce que tu fais, en réalité, tu pourrais accompagner les gens, en fait, à développer leurs compétences commerciales. Et il me dit, toi, comment tu vois la vente? Je lui dis, mais écoute, pour moi, la vente, c'est juste un jeu. Et il me dit, mais t'es sérieuse là? Je dis, yes. Il me dit, mais est-ce que tu sais que la vente, en fait, c'est la bête noire de la plupart des entrepreneurs? Honnêtement, les gens, en fait, dès que tu leur parles de vente, ils courent aux limites, tu vois. Tu leur parles de prospection, encore pire. Et toi, tu me dis que c'est un jeu. J'ai dit, ouais, c'est un jeu. Il me dit, bah écoute, crée une méthodologie. Et comme ça, à partir de cette méthodologie-là, tu vas pouvoir accompagner les gens. Donc, dès le départ, en fait, je savais que ma mission, c'était de faire comprendre aux gens que la vente, c'est juste un jeu. Et quand tu es dans ce jeu-là, justement, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est comme ça que tu réussis à gagner beaucoup plus d'argent. Donc, j'organise ma conférence. Et bien évidemment, à la fin de la conférence, bah, je fais un appel à l'action. Donc, j'ai des premières ventes. Et à la suite de ça, comme je te disais, 3 jours après, franchement, vraiment 3 jours après, on est confiné. Enfin, le Covid, en plus, c'était quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le monde, tu vois. Donc, tout le monde comme ça, chez soi, on peut pas sortir. Et bah, je décide quoi? Bah, de faire un webinaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, lors du webinaire, je lance en fait ma première cohorte de groupe de mon programme Le Jeu de la Vente. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu faire mes premières ventes. Bah, écoute, tu m'as parlé d'audace par rapport à déjà l'organisation de cet événement-là. Tu m'as parlé également d'un des canaux que nous conseillons à chaque fois, c'est la recommandation. Je pense que c'est très très sous-coté, vraiment. Euh, la majorité des entrepreneurs personnellement, enfin que nous accompagnons nous, les premiers clients qu'ils ont proviennent des recommandations ou nous ce qu'on appelle ça le nearbound, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont autour. Parce qu'on voit très souvent, je pense qu'on aura l'occasion d'égresser dessus, beaucoup d'entrepreneurs, dès qu'ils se lancent, oui, je vais aller vendre sur Instagram, oui, je vais faire du SEO, je vais avoir un blog, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ils ne se rendent pas compte que les personnes qu'ils ont autour d'eux pourraient potentiellement leur ramener déjà des premiers clients. Et vraiment, avec une grosse surprise, au début, lorsque nous l'avons fait, on a testé déjà pour nous-mêmes, ça a complètement marché. Les premiers clients que nous avons eus, bah, c'était des personnes qui connaissaient des personnes, qui connaissaient des personnes, qui ont dit, ah, mais je connais lui, qui fait ci, qui fait ça, qui vient de se lancer, etc. Tu vois. Et j'ai vraiment apprécié que tu parles de cette partie-là. Et j'ai envie de parler maintenant du fait que tu m'as parlé de vendre, tu as réussi à vendre, mais également tu m'as parlé d'entreprendre aussi. Ce qui n'est pas la même chose en vrai, parce que si tu es juste sales, tu peux être sales dans une société, et puis tu as ton rôle de sales qui est sales. Mais là, tu es sales et en plus tu es entrepreneur, tu vois. Et j'aimerais que tu me parles un peu de ce shift. Il s'est passé comment? Hmm. Ouais, les chiffres de sales à entrepreneur, bah écoute, c'est vrai que entreprendre, forcément, ça va avec le mot vendre, mais vendre ne va pas forcément avec le mot entreprendre. Et donc l'idée en fait c'est de se dire à partir de maintenant pour le coup, au lieu de juste en fait vendre on va dire pour une société, bah, l'idée en fait c'est de créer une structure, une entreprise et de vendre ses propres services. Donc forcément en fait ça nécessite un travail qui est beaucoup plus complexe parce que bah, tu te lèves un matin et tu crées une société.
il faut savoir déjà, ok, c'est quoi déjà le problème que tu veux résoudre sur le marché. Pour moi, c'est la base. Ensuite, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui te différencie finalement des autres concurrents? Et également, quelle est ta cible? Tu vois, tu peux pas servir tout le monde. Servir tout le monde, c'est servir personne, parce que personne ne se reconnaît dans le tout le monde. Et donc, c'est déjà ces éléments-là à clarifier. Après, il faut clarifier également l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, c'est quoi sa vision vraiment, tu vois, où est-ce que je me projette, est-ce que c'est juste un projet comme ça, un side business, ou est-ce que vraiment j'ai l'intention de bâtir un empire, tu vois. Et en fait, c'est toute cette réflexion-là qui permet finalement, enfin qui m'a permis pour le coup de me structurer et de me lancer, on va dire, de manière efficace. Mais ce qui est sûr, c'est que clairement, j'ai vu le changement entre vendre pour une société et vendre pour soi-même, ça n'a rien à voir. Et souvent, les personnes qui ont déjà eu des parcours commerciaux, que j'accompagne notamment en tant que client, me disent, mais en fait, moi, je me disais que ça allait être facile parce que je sais vendre. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Quand tu vends pour une société, en fait, tu vends les produits ou les services de la société. Alors que quand tu as une entreprise, finalement, tu te vends toi. Donc en fait, ça vient chercher ton niveau d'estime, ton niveau de confiance, ton niveau d'ambition, ta vision, etc. C'est complètement différent. Et si, moi je pense que vraiment quelque chose qui m'a aidé, c'est que tu vois, depuis ces fameux 18 ans où j'ai découvert l'industrie de tout ce qui est croissance personnelle, professionnelle, j'ai également après lu pas mal de livres sur l'intelligence financière, etc. En fait, ça m'a conditionné. Et à côté de ça également, ce que j'ai pas dit, c'est que je participais beaucoup à des séminaires notamment en présentiel, sur des conférences, etc., que j'écoutais. Et avant, je me rappelle, j'écoutais beaucoup également de contenu, notamment nord-américain, parce qu'ils sont beaucoup plus poussés, les anglophones, ils ont encore plus cette niaque-là qu'en France. Et je pense que tout ça, ça m'a permis vraiment, dès le départ, d'avoir en fait cette posture de leader, où je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et si toi, tu veux aspirer à plus et à mieux, bah viens, on fait le chemin ensemble. Motivation. Yes. I like it. Yes. Oureille, parlons de vente maintenant. Parce que bon, on a parlé du parcours, tout ça c'est génial. Mais parlons de vente. C'est quoi la vente? Concrètement, c'est quoi la vente? Dis-nous tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de vendre. Euh, Moi, j'en rencontre également qui me parlent de leurs projets. Vraiment, c'est des projets qui leur tiennent à cœur, hein. Ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Certains sont déjà lancés. Et quand on leur dit vend, oui, ah non, moi je vais déléguer ça. Ah non, moi je vais mettre sur les réseaux. Ah non, ils veulent pas vendre. Ils veulent entreprendre, ils veulent pas vendre. Déjà, qu'est-ce que tu as à dire et qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs qui ne veulent pas vendre? Hmm. Ça me rappelle, je pense, c'est le sujet d'un de mes derniers posts LinkedIn, où je disais en tant qu'entrepreneur, vendre, ce n'est pas une option, en fait. C'est une obligation. Je répète, en tant qu'entrepreneur, vendre n'est pas une option, c'est une obligation. En fait, pas de business sans vente, c'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas de client, tu n'as pas d'entreprise. Le client te permet d'avoir quoi? Du cash, de l'argent. Et l'argent, c'est l'oxygène de ton entreprise. Donc honnêtement, moi j'ai du mal à comprendre comment on a envie, on a la volonté d'entreprendre et on se dit par contre non, je veux entreprendre sans vendre. Ça n'a aucun sens. Et moi justement c'est ce qui me faisait rigoler quand j'ai démarré. Parce qu'en fait quand j'ai démarré, juste avant de me lancer, je commençais à donner des conférences, tu vois, et des formations également commerciales en dehors de mon emploi. Je rencontrais des entrepreneurs qui me disaient écoute, Oureille, j'ai déjà entendu ça, mais j'étais tellement choquée la première fois que j'ai entendu ça. Moi, je suis entrepreneur. Par contre, la vente, c'est pas fait pour moi. Et honnêtement, j'étais là en mode, mais est-ce que la personne elle saisit ce qu'elle dit là? Comment tu veux être entrepreneur si tu sais pas vendre et si tu veux pas vendre? Et donc, finalement, les gens disent, bah, comme la vente, c'est pas fait pour moi, je vais déléguer. Je vais déléguer ça, du coup, à des commerciaux qui vont pouvoir le faire. Mais en fait, le premier, pour moi, commercial d'une entreprise, déjà, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est le CEO. C'est le dirigeant, en fait. Parce que c'est lui qui vend, dans un premier temps, déjà, sa vision. Et je me dis, si un entrepreneur n'est même pas capable de lui-même vendre sa propre vision, comment il veut que quelqu'un d'autre le fasse à sa place? Tu vois? Et ok, aujourd'hui, les entreprises ont des commerciaux, mais je peux te garantir, je connais aucune entreprise qui a réussi dès le départ en déléguant l'activité commerciale. Avant de déléguer l'activité commerciale, c'est d'abord le founder, le fondateur qui va porter sa vision, qui va vendre la vision, qui va avoir les premiers clients et au fur et à mesure qui va générer de l'argent et il va pouvoir recruter des équipes pour aller encore plus loin. Mais si dès le départ tu te dis non,
moi, j'aime pas vendre, je délègue. En fait, c'est-à-dire que tu donnes l'essence même de ton business à quelqu'un d'autre à l'extérieur, tu vois. Et finalement, tu peux pas construire un business stable sur des fondations qui sont même pas solides, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce que tu viens de dire, je me vois, c'est ce que je dis. Voilà, concrètement. Tu vends pas, bah, tu meurs déjà. Déléguer la vente au début, très très mauvais choix, concrètement. C'est quoi la vente? Vendre, pour moi, ça tient en un seul mot, servir. Quand tu vends, tu sers tes clients. Tu sais, souvent, les entrepreneurs pensent à tort que vendre, c'est se servir des autres. Et moi, je dis, en fait, vendre, ce n'est pas se servir des autres, c'est être au service des autres. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, finalement, tu as une société, tu es là pour résoudre un problème sur un marché et ne pas être dans cette intention de servir un maximum de monde, c'est égoïste, excusez-moi. T'en fais pas. Tu vois, ne pas être dans cette intention-là de servir un maximum de monde, c'est vraiment égoïste. Et moi, les entrepreneurs qui ne cherchent pas à vendre plus, à servir plus de clients, je ne sais même pas pourquoi vous vous êtes lancé, honnêtement. Il faut revoir votre vision de base, il faut revoir votre pourquoi, parce que c'est juste n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, complètement. Est-ce que tu aurais des tips, des hacks de vente? euh, Faisons un case study. Ok. Voilà. Euh, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est cool, Sissoko, sur les réseaux Limit Breaker. Voilà. Je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je décide de vendre des paires de lunettes. Voilà. Décide de vendre des paires de lunettes. Je suis super fort en tant que designer. Voilà. Donc j'ai des lunettes hyper révolutionnaires. Je passe ma journée dans les ateliers. Ce sont des lunettes, je pense, haut de gamme. Voilà. Enfin, ouais, haut de gamme que je confectionne moi-même à la main, de manière artisanale. J'ai un site internet, mais j'ai pas du tout de visite dessus. Je connais pas mal de monde, mais je ne veux pas vendre. Ça fait presque 7 mois que je me suis lancé. Je crois à fond en mon projet, mais je n'arrive pas du tout à vendre. Et je ne veux pas vendre non plus. Euh, Comment est-ce que moi je pourrais faire, je sais pas, je sais pas, par exemple, à N+1, je sais pas, essayer d'avoir un bon petit CA, disons 50K. Ok. Déjà, quelqu'un qui me dit je ne veux pas vendre, pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi tu as lancé ta marque de lunettes si tu veux pas vendre tes lunettes? C'est la première question que je poserais. Ok, je dois répondre. Bah oui. En fait, si je veux vendre, mais je ne veux pas faire le vendeur moi-même. Je veux que mes lunettes puissent être écoulées, mais je ne veux pas aller au contact des clients, etc., etc. Moi, j'adore juste confectionner mes lunettes. Ok. Quand tu as voulu confectionner ces lunettes, qu'est-ce qui était le plus important pour toi? Est-ce que c'était juste de les confectionner et de les laisser là? Ou est-ce que justement c'était pour les faire découvrir à d'autres personnes pour qu'elles puissent également en profiter? C'est surtout pour faire en profiter d'autres personnes. Moi, c'est ça. Exactement. En fait, moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que je me poserais avec cette personne-là et en fait, j'irais faire une introspection pour comprendre c'est quoi son rapport en fait avec la vente, qu'est-ce qui lui fait peur en fait dans le fait de vendre. Et finalement, tu vois, quand ta volonté de servir, elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte que ta peur, derrière, je sais pas, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, etc., c'est là où tu passes quand même à l'action. Parce que le meilleur remède contre la peur, en fait, c'est l'action. Et déjà, faire comprendre à cette personne-là qu'en réalité, quand elle a voulu lancer cette marque de lunettes, notamment de prime abord, c'était dans ce désir-là, en fait, de servir en fait un marché, de servir du coup une cible de clientèle. Donc ensuite, clarifier quels sont les clients qu'elle aimerait servir et ensuite se poser la question, ok, où se trouvent en fait ces clients-là, tu vois? Et souvent, je dis une chose pour les personnes qui vendent notamment des produits, en fait, tu dois être la vitrine de ton produit. Donc partout où tu vas déjà, porte tes lunettes. Parce que forcément, si tes lunettes elles sont originales, les gens vont te dire oh waouh, tu les as achetées où? Ah ben c'est moi qui les confectionne. Donc tu as vu, si tu veux vraiment attirer, on va dire, de clients, déjà toi porte ces lunettes-là. Ensuite, imaginons que tes clients, tu me dis, c'est des entrepreneurs. Ok, à ce moment-là, va à des événements où il y a des entrepreneurs avec tes lunettes. Comme ça, les gens vont venir te voir et te dire ben waouh, j'ai jamais vu ces paires de lunettes-là, tu te les as procurées où? Tu vas pouvoir avoir l'occasion de pitcher ce que tu fais. L'idée, c'est de se rendre visible avec ton produit auprès de ta cible afin qu'elle puisse justement acheter. C'est-à-dire que
quand tu as un produit comme ça, ce qui est intéressant, c'est que au-delà même, tu n'as pas forcément besoin de faire de prospection. En fait, tu es le produit, tu montres le produit. Et à force de faire ça, de te balader partout avec tes lunettes, si vraiment à son canon, tu auras des gens qui vont venir acheter, en fait, qui vont te poser des questions à chaque fois. J'aime bien ce que tu as dit, tu es le produit. Et je trouve qu'on est on est dedans concrètement dans le siècle du je suis mon produit. Qu'est-ce que tu penses de être son produit? Et il y a beaucoup ce terme aussi, je pense qu'il est un peu nouveau, mais bon, nouveau du 21e siècle, le personal branding. Être son produit, le building public, toutes ces choses. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Moi, souvent, j'aime bien dire une chose. Ce que j'ai compris, finalement, par rapport à mon parcours commercial, c'est que peu importe ce que tu vends, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais les gens achètent qui tu es. Donc forcément, tu es ton produit en fait, parce que ton produit vient de ta vision, vient de ton histoire, vient de ta mission. On ne se lève pas un matin et on se lance dans l'entrepreneuriat, parce que là on parle clairement d'entrepreneuriat. Donc souvent en fait, il y a une raison pour laquelle tu t'es lancé, tu vois. Et c'est cette énergie-là que les gens vont venir acheter. C'est comme si je prends l'exemple de Steve Jobs avec Apple. Il a révolutionné le monde avec son téléphone intelligent. Mais de prime abord, ce que les gens ont acheté, c'est pas tant l'iPhone, c'est pas le produit physique en fait, c'est la vision de Steve Jobs. Donc les gens ont acheté qui il était avant d'acheter ce qu'il faisait. Et quand tu comprends ça, tu comprends effectivement que toi, en tant qu'entrepreneur, bah, tu es ton meilleur produit, tu es ton meilleur allié, et une fois de plus, tu es ton meilleur vendeur. Est-ce que tu aurais des canaux, disons pour un entrepreneur qui se lance, tu aurais des canaux privilégiés à lui conseiller pour qu'il puisse vendre un peu au début, quoi. Ça dépend après, je dirais, de sa cible, ça dépend également de son positionnement et ça dépend de sa niche en fait. Mais en fait, le plus important en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend surtout également de sa personnalité. Tu vois, une personne qui est par exemple peut-être introvertie, euh, en fait, le problème, c'est jamais les stratégies. Tu sais, les gens sont toujours à la recherche de stratégies. C'est pour ça que je leur dis des fois que c'est là où le bas blesse, parce que les meilleures stratégies du monde ne t'apporteront aucun résultat si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec et si tu n'as pas non plus la personnalité qui va avec. Disons que tu es introverti, donc faire par exemple un live, potentiellement ça peut fonctionner quand tu es quelqu'un d'ouvert, quand tu es quelqu'un qui a envie de partager. Mais si toi tu te dis non, je suis introverti, j'aime pas faire des lives, bah ça sert à rien d'aller faire des lives à ce moment-là. Pourquoi pas mettre en place des stratégies vraiment, par exemple de marketing de contenu, de newsletter, etc. pour pouvoir justement attirer au fur et à mesure des personnes qui t'intéressent ou de la prospection, etc. Maintenant, une personne qui est super à l'aise, qui est super, par exemple, ouverte, qui aime bien se connecter aux autres, etc., bah, peut-être que finalement, faire des posts sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas le plus percutant pour elle. Peut-être que le plus percutant, ce serait d'aller dans des événements, d'aller rencontrer des gens en physique, d'aller échanger, tu vois, en présentiel, etc., parce que les gens vont sentir son énergie. Donc finalement, tu vois, il n'y a pas forcément de réponse bateau, comme on peut le voir, voilà, petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça. Pour moi, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne, ça dépend de son positionnement, ça dépend également de ta cible. Aujourd'hui, tu peux utiliser LinkedIn, honnêtement, si tu vises par exemple des entrepreneurs, même des B2C aussi, des particuliers ou des entreprises. Tu peux utiliser Instagram si tu es quelqu'un de plutôt visuel, si tu es à l'aise notamment à faire des reels, tu vois, à faire des shorts, TikTok, etc. Donc, tu vois, ça dépendra vraiment de la personne, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui vont utiliser les stratégies actuelles, mais ça passe pas. Moi, j'ai vu des personnes qui font des vidéos une fois par jour, par exemple des reels, mais on n'a pas envie de les écouter. Donc finalement, ils ont un like, ça sert à rien, c'est contre-productif, tu vois. Autant te concentrer sur quelque chose dans lequel déjà toi, tu es à l'aise et où ça porte ses fruits. Mais si tu te dis, bon, tout le monde fait des reels, donc je vais faire des reels, mais en fait, tu passes pas bien à la caméra, tu perds du temps, tu vois. Je partage ton point de vue. Tu sais que nous, on utilise une technique, bon, elle ne vient pas de nous, ce sont des marketeurs français, je pense qu'ils ont dû s'inspirer des États-Unis. Je ne me rappelle plus de l'agence même, mais gros big up à eux parce qu'ils sont très très forts. Justement, ils ont mis en place une technique qu'on appelle le CTVP. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. C'est une technique qui est hyper utile, qui permet aux entrepreneurs qui viennent de se lancer justement d'aller straight to the point, c'est-à-dire trouver le canal le plus optimal possible qui permet de toucher la cible la plus à même de pouvoir être content du produit avec la meilleure proposition de valeur possible. Et en fait, quand j'ai découvert ça, dans ma tête, c'était un peu waouh, parce que on nous bassine énormément. Hein. J'en ai fait des études de marché, par exemple, du business plan, toutes ces choses. On nous bassine vraiment avec les études de marché, le business plan. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Ça l'est vraiment parce qu'on en a fait pour des dizaines de sociétés, au niveau national ou international.
Mais concrètement, pour un entrepreneur qui se lance, et j'ai envie de prendre ton exemple, par exemple, disons que tu fais une grosse étude de marché sur, disons, 3 mois, 6 mois, et un gros business plan, toutes ces choses-là, tu décides de lancer ta société, 3 jours plus tard, il y a le Covid. C'est un truc de fou, vraiment c'est un truc de fou. Et donc quand j'ai découvert cette méthode-là, justement ça m'a ouvert un peu l'esprit parce que il mettait en fait vraiment sur une ligne l'ensemble des canaux d'acquisition qui existaient, c'est-à-dire inbound, enfin, digital, physique, toutes ces choses-là. Et vraiment ça, on a testé, on a retesté, on a retesté. Et c'est ce qui a permis par exemple à nos premiers clients, à nous, d'aller trouver enfin, à nos premiers clients d'aller trouver d'autres clients. Donc voilà, bref, c'était vraiment juste pour parler de ça. J'aimerais te parler, que tu me parles de l'importance de la prise de parole. Hmm. Parce que tu t'exprimes bien, il faut le dire. Voilà, Merci. elle s'exprime bien. Tu t'exprimes très bien et tu es tu es une bonne oratrice. Et très très bientôt, je ne sais pas quand ce podcast sortira, mais il y a bientôt un TED Talk. Voilà, les gars, vous irez dessus. Yes. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur euh, de savoir parler selon toi. Tout simplement parce que les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais qui tu es. Et donc, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Steve Jobs. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à faire des lancements de dingue avec notamment l'Apple, l'iPhone? Bah, il a organisé des conférences. Et dans les conférences qu'il organisait, il parlait du produit, il s'exprimait bien, et donc les gens ont acheté. Donc finalement, pour moi, un entrepreneur qui vraiment prend le temps également de travailler justement son art oratoire, sa communication, son éloquence, ira beaucoup plus loin qu'un entrepreneur qui ne veut pas jouer le jeu. Parce que même quand tu parles avec des clients au téléphone, il faut que tu t'exprimes. Tu vois? Donc si tu commences à bégayer à chaque phrase, c'est compliqué. Et plus tu sais, dans les mots, on peut également lire finalement la personne. Les personnes qui hésitent, ça se ressent. Quand tu es en train de chercher tes mots, ça se ressent aussi. Sachant qu'en France, on ne l'a pas dit, il y a tellement de personnes qui parlent en faisant le fameux c'est un game, mais ça traduit beaucoup d'hésitation. Après, c'est tellement rentré dans les mœurs que les gens ne se rendent même pas compte. Mais tout ça pour dire que pour moi, un entrepreneur qui prend le temps vraiment de travailler sa communication, son éloquence, son art oratoire, aura beaucoup plus d'impact que celui qui ne le fait pas. Donc c'est tout à ton avantage de le faire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu as plein de personnes qui peuvent t'accompagner notamment sur ce sujet-là. Si tu devais recommencer ton activité, ou si tu devais te conseiller en disons juste avant Covid, quels seraient, disons, les 3 conseils que tu te donnerais? Ok, 3 conseils. Je pense que dès le départ, j'aurais pu faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi de base, j'étais issue du milieu de l'entreprise. Et dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on générait des millions d'euros mensuellement. Et je me suis dit, je vais aller aider les petits, c'est-à-dire ceux qui galèrent. Et finalement, je me suis rendu compte, quand je me suis lancée, quand je voulais aider ces petits-là, c'est qu'ils n'avaient pas de budget. Donc au départ, je voulais être un peu comme un sauveur et aider les personnes qui littéralement galéraient financièrement. Mais justement, elles n'avaient pas de clients, elles n'avaient pas de vente, elles n'avaient pas d'argent. Donc finalement, je pouvais essayer de les sauver tant bien que mal. Mais il y avait toujours en fait un problème justement financièrement pour pouvoir être payé, etc. Et donc finalement, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est un Américain qui avait dit ça. Si tu veux effectivement t'enrichir plus rapidement, au lieu d'essayer d'aider les pauvres, va aider les riches en fait à s'enrichir davantage. Mais sauf que moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, mais justement, la boîte dans laquelle j'ai travaillé, je l'ai aidé à s'enrichir davantage, mais elle était déjà riche. Tu vois, une entreprise qui génère déjà des millions par mois, l'aider à gagner plus de millions par mois, c'est juste l'enrichir davantage. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu désolant pour les personnes qui n'arrivent même pas peut-être à générer 1 000 euros par mois. Donc je me disais, mais en fait, c'est tellement facile de pouvoir générer 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, même 10 000 euros. Les gens pensent que c'est impossible, que je vais aider ces personnes-là. Et donc peut-être que je serais directement partie sur des entrepreneurs un peu plus expérimentés, parce qu'au départ, j'avais beaucoup de porteurs de projets, etc. Et finalement, ça prend du temps à transformer le mindset, à leur permettre vraiment de passer à l'action, parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, parce qu'il y a beaucoup de manque de confiance, syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai été confrontée à tout ça. Donc finalement, je faisais beaucoup de coaching
et pas tellement dès le départ de stratégie commerciale, tu vois, et ça venait dans un second temps. Après, j'aime beaucoup l'humain, donc ça me dérangeait pas, parce que j'avais eu tout un parcours également, comme je disais, en croissance personnelle, etc. Mais finalement, ça m'a fait perdre peut-être du temps, tu vois. Donc, dès le départ, j'aurais dit, écoute, va directement voir des entrepreneurs qui vendent déjà et qui veulent accélérer. Et c'est, moi maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt dans ça, dans la partie accélération. C'est pour ça que j'ai organisé une conférence il y a 2 mois à Paris, Champs-Élysées, qui s'appelait Accélération. J'ai organisé il y a 2 semaines un challenge qui s'appelait Accélération. Et un de mes programmes aujourd'hui, c'est Accélération. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette dynamique d'accélération. Donc dès le départ, je pense que j'aurais eu la vision que j'ai aujourd'hui, je me serais focalisée dessus et j'aurais explosé le game encore plus rapidement. Mais c'est OK, c'est un processus comme tu le sais. Deuxième chose, je dirais d'être encore plus audacieuse. Parce que ce que j'aime beaucoup, en fait, hier j'en parlais, j'avais un déjeuner d'affaires avec un homme, et je lui disais, ce que j'aime beaucoup avec les hommes, c'est qu'ils sont beaucoup plus audacieux que les femmes. Et c'est vrai que les femmes, avant de se lancer vraiment fullement, enfin là je parle le mot fully en anglais, c'est-à-dire pleinement, Tellement. il y a trop de questionnements. Est-ce que c'est la bonne décision? Ça va être quoi l'impact sur ci, sur ça, le regard des autres, etc. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus tu es audacieux, plus ça paye, tu vois. Parce que finalement, il ne faut pas avoir peur en fait d'échouer. J'adore cette phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'échoue. Et donc plus tu Soit oses, j'apprends, je crois. oui, Oui, alors oui, 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 je reprends. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Parce exactement. qu'effectivement, si j'échoue, c'est compliqué. Et donc finalement, ça pour dire que, en fait, échouer, en réalité, c'est bien. J'aime beaucoup la mentalité nord-américaine parce que là-bas, pour eux, l'échec, en fait, limite quand tu rencontres des gens, ils sont fiers de te parler de leur échec. Or qu'en France, justement, on veut garder la tête haute, etc. Tu vois, donc finalement, on ne va pas forcément parler de ses échecs, on va parler plutôt que de ses réussites. Donc j'aurais vraiment encore plus appuyé sur ce bouton audace, parce que vraiment l'audace paye. Et troisième chose, et c'est en lien avec notamment l'audace, c'est que quand je me suis lancée, mentalité un peu peut-être Frenchy ou autre, mais justement, pour moi, je parlais plutôt de mes réussites. Parce que dans ma vision du monde, je suis quelqu'un de très optimiste, donc forcément, en fait, tout se passe bien. Mais ça ne veut pas dire que, parce que je pense que tout se passe bien, que tout se passe vraiment bien de l'extérieur, en fait. Parce que finalement, comme je suis quelqu'un qui relativise beaucoup, forcément, je suis confrontée à des challenges. Et peut-être que j'aurais gagné dès le départ, en fait, à me montrer un peu plus vulnérable. Mais du coup, ça, c'est un autre sujet parce que je suis quelqu'un de base, en fait, qui est quand même réservé et surtout humble, tu vois. Donc, j'ai commencé au fur et à mesure là à m'ouvrir un peu plus sur certaines parties de mon histoire et là, je continue, c'est en process. Mais j'aurais peut-être gagné encore plus en impact en osant montrer mon côté plus vulnérable en mode j'ai pas forcément tout réussi, mais ce qui change en fait c'est que ma perception, c'est que pour moi en fait c'était pas forcément des échecs, c'était des apprentissages et ça m'a permis de grandir et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais comme je parlais plutôt du côté réussite, bah les gens pensaient que j'ai tout réussi, tout va bien, tout est fluide, etc. Tu vois. Or que comme tout le monde en fait je suis passée par des différents challenge, même si, comme je disais, naturellement, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup, donc en fait, je me dis toujours tout est ok, genre c'est pas grave, allez, on continue, etc. Donc voilà, en tout cas, les différents conseils que j'aurais pu me dire il y a 3 ans si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui. Bah écoute, de toute façon, meilleur ciblage, si Yes. j'ai bien compris. Audace Yes. et un peu plus de building public. Si je vois un peu De vulnérabilité, ouais. vulnérabilité, c'est vrai que. Ouais, ouais, ouais. J'allais te parler de moi, mais c'est toi le sujet aujourd'hui. Moi, j'ai du mal avec ça, Hmm. à me montrer vulnérable. J'ai beaucoup de mal. Après, c'est ma personnalité qui est comme ça. Je suis fonceur, fonceur, fonceur. Let's go, let's go. D'ailleurs, notre accompagnement s'appelle Rocket Power Ok. et zone de pression. Tu vois, c'est Hmm. tout ce qui. Je t'explique un peu l'idée en fait, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur 3 mois. Et l'objectif est que durant ces 3 mois, qu'on leur mette la pression. L'objectif, c'est vraiment pendant 3 mois, bien qu'ils puissent transpirer. Vraiment, parce que je ne pense pas que. Moi, je ne crois pas, par exemple, aux, aux personnes qui disent. Enfin, je pense que c'était avant, mais maintenant, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. Je pense que ça l'est un peu, mais par contre, je pense que c'est plus devenu une course d'endurance-puissance. Et je m'explique. Les gens s'épuisent concrètement dans les courses de fond et on n'est pas là pour souffrir, pardon. Ouais. On est dans un monde où à TikTok, tu mets un contenu, ben, en 2 jours, tu as une viralité, tu peux atteindre 2 millions de followers.
Tu peux mettre de contenu, tu peux attendre plusieurs journées pour atteindre 1000, 2000, 3000 followers. Tu vois. On est dans un monde où tu peux voir des gamins de 14 ans faire des millions réellement, où il y a des personnes qui ont la quarantaine qui n'arrivent pas à dépasser un certain nombre de chiffres d'affaires. Donc l'idée vraiment par exemple de cet accompagnement est de faire en sorte que pendant 3 mois vraiment, eh bien, qu'on se donne vraiment les moyens comme il faut pour atteindre ces objectifs en mettant en place des plans d'action vraiment hyper concrets. Et puis voilà. Donc ce que je voudrais savoir, Horaï, on arrive à la fin, mais je sais que franchement on peut durer encore plus. J'ai trop de questions, je t'assure. J'ai envie de parler de mindset parce que tu en as parlé aussi. J'ai envie de parler de comment est-ce que tu fais pour t'éduquer au quotidien également parce que l'éducation c'est hyper important. J'ai envie de parler de la thématique de la femme entrepreneur aussi. Donc si tu es disponible d'ici quelques mois, hein, c'est une bouteille à la mer. Épisode 2. Épisode 2. La suite. Ça peut être cool. Yes. J'ai envie de savoir, c'est une dernière question. Comment se passent tes accompagnements généralement? Ok. Bah, mes accompagnements, comment ça se passe dans quel... Par exemple, voilà, si je fais partie de ta cible, voilà, comment ça se passe? Est-ce que, déjà, comment est-ce que je te contacte? Quels sont les track records, par exemple? Voilà, toutes ces choses-là. Ok, très bien. Bah, écoute, moi aujourd'hui, j'accompagne du coup des entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui ont déjà des clients, qui font déjà du chiffre d'affaires, tout simplement à accélérer, c'est-à-dire doubler, tripler, quadrupler, passer vraiment au niveau supérieur. Et du coup, dans mon programme Accélération, l'idée c'est d'avoir un groupe d'entrepreneurs dans lequel on travaille comme toi pendant 3 mois pour accélérer la croissance de son entreprise. Donc aujourd'hui, je suis vraiment focalisée sur le côté accélération. Et donc, bah, si tu es déjà lancé, tant mieux. Si tu te lances, je te conseillerais plutôt de prendre une autre formation pour déjà commencer à générer tes premiers clients, faire tes premières ventes, etc. avant d'entrer dans cette dynamique d'accélération. Et généralement, ce que je fais, c'est qu'il y a plusieurs choses, mais ça mixe, on va dire, entre de la formation, entre du coaching. On a également des immersions à Paris 1 fois par mois. Et il y a également des challenges, c'est-à-dire je challenge mes clients à se dépasser. Il y a des récompenses à la clé. On est toujours dans l'idée, en fait, d'aller chercher du résultat tout en s'amusant, tout en étant récompensé pour ses efforts. C'est vraiment ça l'idée. Merci beaucoup. Si tu devais inspirer les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Écoutez, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as pris le temps déjà d'arriver jusqu'à la fin de ce podcast, bravo à toi, parce que beaucoup de personnes démarrent les choses mais ne finissent jamais. D'ailleurs, ça peut être déjà un premier conseil. Va jusqu'au bout de ce que tu commences. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens démarrent un truc et finalement vont sur autre chose, ils vont jamais jusqu'au bout. Donc déjà, si tu es allé jusqu'au bout, mets-nous ça dans les commentaires. Dis-nous, j'ai été jusqu'au bout, j'ai entendu, c'est vraiment super, bravo. Donne de la force également au podcast. Mets une note de 5 étoiles si tu écoutes depuis Apple Podcast ou Spotify. J'ai la petite pub. Merci. Et déjà, ça, c'est vraiment une qualité. En fait, moi, j'ai compris une chose, c'est que les riches ont un mindset qui est complètement différent des personnes pauvres ou de la classe moyenne. Et un des mots qui revient souvent, c'est vraiment l'engagement. Quand tu décides de faire quelque chose, va jusqu'au bout de tes ambitions. Toi qui m'écoutes, je pense qu'aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou tu es sur le point de le faire. De base, tu as une vision qui t'est propre. En fait, n'abandonne pas, tu vois. Parce que moi, ce que j'ai compris, la seule manière d'échouer, en fait, c'est d'abandonner. Tu sais, si 7 entreprises sur 10 ferment leurs portes dans les 5 premières années de leur activité, c'est la plupart du temps parce qu'elles abandonnent. Oui, il y a des challenges à trouver des clients, oui, il y a des challenges à générer du chiffre d'affaires, mais le truc, c'est que si tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas échouer. Tu vois, la seule manière d'échouer, vraiment, c'est d'abandonner. Donc, si tu as une vision, crois en toi et va jusqu'au bout, peu importe les péripéties, peu importe les challenges, n'abandonne pas. Vraiment, je dirais, n'abandonne pas ton rêve. Super inspirant. Eh bien, écoute, on n'abandonnera pas. Yes. Où est-ce qu'on te retrouve, Horaï? Bah écoute, je pense que je suis assez visible sur les différentes plateformes. LinkedIn, très active, Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, c'est déjà pas mal. Et le podcast aussi. Et le podcast, le jeu de la vente. Super. Tout à fait. Du coup, sur YouTube aussi. Sur YouTube également, j'ai des épisodes 1 fois sur 2. Même si, comme je disais tout à l'heure en off, en ce moment, c'est le rush. Donc, voilà, d'un point de vue, on va dire, cadence, c'est un peu à revoir pour cette année 2024. Mais c'est OK. C'est que, comme tu l'as dit à côté, il y a également d'autres projets qui se lancent. Donc, ça fait partie du game. Exactement. Bah, écoute, je te remercie pour avoir accepté déjà l'invitation.
un samedi matin. C'est pas facile. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, d'être venu et partager autant de valeur aux entrepreneurs et d'avoir partagé également ton parcours. Parce que c'est pas évident, et je le dis à chaque fois dans mes podcasts, mais c'est pas évident justement de parler des galères qu'on a eues, de parler des douleurs qu'on a eues, de parler de son parcours, en fait de se mettre vraiment transparent devant la caméra, dans un monde où on voit que des réussites et je pense que les gens commencent à comprendre que les réussites arrivent après les bagarres, après les douleurs. Donc je te remercie de t'être livré à nous. Merci à toi. Et puis, on se dit à très vite. Yes, à très vite. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et bravo en tout cas aux auditeurs qui, comme je le disais, iront jusqu'au bout de ce podcast. Super. Allez, on se dit à très vite tout le monde. Ciao, À ciao. très vite. Ciao, ciao. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.